Bonsoir et bienvenue dans le débat. Il aura fallu des mois de procédure, 6 jours de procès et des dizaines d'heures de débat pour en arriver là. La présidente brésilienne a été destituée de ses fonctions, une première dans l'histoire du pays, une destitution qui met fin à 13 ans de gouvernement de gauche dans le pays le plus grand d'Amérique latine, la 7e économie mondiale. On en parle ce soir avec mes invités, Charles-Henri Chenu, qui est avocat d'affaires, fondateur associé du cabinet Chenu Oliveira Santiago, le premier cabinet brésilien en France. Aussi avec moi en plateau, Juliette Dumont, bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'Institut des hautes études sur l'Amérique latine. Merci d'être avec nous. Également en plateau ce soir, André Neto, qui est correspondant au quotidien, et je ne m'aventurerai pas pour la prononciation, je préfère vous laisser faire. Stade de São Paulo. Voilà, merci, c'est beaucoup mieux. En plateau également, François-Michel Le Tourneau, qui est géographe, directeur de recherche au CNRS. Bonsoir. Je vous propose, juste avant d'ouvrir ce débat, de jeter un coup d'œil sur la carrière, sur la présidence de cette femme, Dilma Rousseff, qui vient, après avoir été suspendue au mois de mai, de perdre le pouvoir. Regardez. C'était il y a 6 ans déjà. Dilma Rousseff, 62 ans, devient la première femme à diriger le Brésil, remportant aisément la présidentielle, portée par la popularité du chef d'État sortant, Lula, son mentor, à qui elle doit tout. C'est une telle joie d'être ici aujourd'hui. Des millions et des millions de Brésiliens m'ont confié une mission, sans doute la plus importante de ma vie. Son envol politique est survenu dans les années 2000, celle que l'on surnomme la dame de fer brésilienne pour son tempérament en acier trempé, profite du scandale sur le financement parallèle de la campagne du Parti des travailleurs qui décime ses cadres pour monter en grade. Alors ministre de l'énergie, Dilma Rousseff se retrouve propulsée numéro 2 du gouvernement. Lula présente Dilma, économiste de formation, comme la mère du programme d'accélération de la croissance, programme qui a investi massivement dans les infrastructures du pays et qui a fait beaucoup pour la popularité de Lula. Pendant son premier mandat, Dilma Rousseff poursuit le combat de son mentor contre les profondes inégalités sociales. Mais la croissance s'essouffle et elle n'est réélue que de justesse. Elle doit aussi faire face à une fronde sociale historique contre la Coupe du Monde de football. Une partie de la population dénonce l'état de délabrement des services publics et la corruption qui gangrène le pays, avec notamment le scandale Petrobras. Finalement, Dilma Rousseff aura terminé sa carrière comme elle l'avait commencé, sur un scandale. Celui du financement parallèle du Parti des travailleurs avait lancé son ascension politique. Une décennie plus tard, un autre scandale, celui du maquillage des comptes publics, lui a été fatal. Et ce soir, donc, Dilma Rousseff a été destituée. 61 sénateurs ont voté contre 20. C'était 61 voix contre 20. Le vote avait été divisé en plusieurs parties. Dilma Rousseff qui garde par contre ses droits civiques. Elle risquait de les perdre pendant 8 ans. Ça n'est finalement pas le cas. Charles-Henri Chenu, que veut dire cette destitution pour le Brésil ? C'était largement attendu. On savait que le résultat allait être à peu près celui-là dès l'engagement de la procédure lors du vote de l'Assemblée nationale, puisque déjà un des sénateurs s'était prononcé assez ouvertement et nominativement pour dire que dans la suite, ils allaient ou non soutenir ou destituer Dilma. D'un point de vue juridique pur, je ne suis pas un partisan de ce qu'on a pu appeler le coup d'État constitutionnel. Je pense que les règles juridiques ont été suivies, les chefs d'inculpation ont été réels. Maintenant, c'est un procès davantage politique. On l'a vu lors des défenses de Dilma, mais aussi du procureur, enfin de celui qui s'est qualifié de procureur. Tout ça a été plus sur l'émotion politique que sur la raison juridique. Donc, on s'attendait à cette décision. Pour moi, la surprise, c'est un vote
en 2 temps, qu'elle garde ses droits civiques. C'est un lot de consolation. C'est un peu surprenant. On verra ce qu'elle peut en faire, si un retour est possible. Juliette Dumont, sur cette question du coup d'État institutionnel, ça a été un peu le discours de Dilma Rousseff tout au long, et de ses partisans qui sont très nombreux. On a vu ces manifestations pro-Rousseff dans les rues ces derniers jours, tout au long de ce processus. Pour elle, c'est un coup d'État institutionnel, et on comprend ce qui vient d'être dit. Ça a été un processus hautement politique. C'est le Sénat qui a tranché ce soir, et les grands gagnants dans tout ça sont effectivement est effectivement le parti de Michel Temer, le PMDB, qui se voit au pouvoir. Alors effectivement, le terme de coup d'État institutionnel ou de coup d'État parlementaire a été très discuté. Ce ne sont pas seulement les pro-Dilma qui ont utilisé ce terme. Des historiens, des politologues ont essayé de caractériser la situation. Et ce n'est pas forcément parce qu'on parle de coup d'État parlementaire qu'on est forcément pro-Dilma. Je reviens sur ce que dit M. Chenu. Effectivement, le processus d'impeachment a été engagé sur la base d'un argument juridique qui était le fameux maquillage des comptes publics. Or, dès le mois de juillet, une commission sénatoriale a établi que en fait, ce motif était peu valable. Ça a été redit la semaine dernière que finalement, ça ne constituait pas un crime de responsabilité qui est nécessaire pour un impeachment. Donc, à partir de ce moment-là, comment qualifier le fait qu'on a utilisé une procédure qui, effectivement, est prévue par la Constitution brésilienne, mais pour évincer une présidente politiquement élue? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le fait qu'effectivement, Dilma Rousseff est de mon point de vue, et notamment en termes de politique extérieure, une assez mauvaise présidente. Mais faut-il destituer tous les mauvais présidents? Je ne le pense pas. Et il y a le fait que ça a été quand même une procédure, comme l'a dit M. Chenu, hautement politique. Et que ça a visé Dilma Rousseff, mais ça a visé surtout son parti et Lula, donc qui l'a précédé, et tout l'héritage, tout ce qui a été construit par le Parti des travailleurs depuis l'arrivée de Lula au pouvoir en 2003. Donc c'est quelque chose d'autrement partisan et politique, et ça pose quand même des questions sur la manière dont la Constitution brésilienne est utilisée. André Neto, pensez-vous que Dilma Rousseff soit la victime d'une injustice ce soir? La victime d'une injustice, on a beaucoup parlé de Dilma Rousseff en tant que boucle émissaire de cette chasse, disons, à l'homme qui est la chasse finalement à Lula. Peut-être dans ce sens-là, on peut éventuellement se poser des questions. Le fait, c'est que Dilma Rousseff a été une très mauvaise présidente. On a de chiffres à l'appui, l'économie est un peu détruite après 6 ans de présidence Dilma Rousseff, le déficit public, la dette, etc. Le chômage, surtout, on est passé à la barre de 11% de chômage ces derniers mois. Mais l'impeachment, à mon avis, ce n'est pas un jugement sur la capacité d'un président de la République. Et c'est ça qu'on se pose comme question par rapport à la procédure d'impeachment en soi. Je trouve que la procédure d'impeachment au Brésil, c'est ressemblable à ce qu'on pourrait comparer en Europe au vote de confiance d'un gouvernement parlementaire, alors que nous vivons dans un système présidentialiste. Et donc ça, à mon avis, ça montre les failles du système, la faille de la Constitution qui ouvre la porte d'une certaine façon à des choix politiques qui ne sont pas forcément liés à la réalité juridique de fait. Et cette question, justement, François-Michel Le Tourneau, d'une procédure contestée, en tout cas, qu'elle soit injuste ou pas, on peut en débattre longtemps, mais en tout cas contestée par une bonne partie de la population, ne présage rien de bon pour les mois à venir et la stabilité politique du pays. Oui, je ne prendrai pas les choses exactement sous cet angle. Je pense que ce que montre cette procédure, c'est la complète déconnexion entre le microcosme politique de Brasilia et le pays Brésil. Donc en fait, c'est une victoire sur tapis vert, hein, c'est tout simplement ça, comme on dit dans le sport. Voilà, on a trouvé une petite chose dans la règle, on gagne le match. Après, on refait le match après l'avoir perdu. Bon, ben voilà. Je n'adhère pas à la thèse du coup d'État puisque les libertés ne sont pas suspendues, la Constitution n'est pas altérée, etc. Donc on reste dans les normes démocratiques, même si c'est vraiment un mauvais procès politique fait vraiment pour reprendre le pouvoir comme on le pouvait, rattraper par le queue, tirer le tapis comme on veut. Alors après,
Le problème, c'est que ça montre effectivement que non seulement la constitution brésilienne est interprétée de manière extrêmement tendancieuse, mais en plus, ça montre, à mon avis, la complète déconnexion entre les hommes politiques brésiliens et la population, et ça montre tous les vices du système politique brésilien, notamment le système représentatif, qui est très mal fait et qui amène une déconnexion totale entre les élites politiques qui sont au Congrès et la base. C'est peut-être ça, et je voudrais votre avis à tous. Le vrai problème, c'est qu'il y a cette insatisfaction au Brésil, il y a cet énorme problème de corruption qui n'est absolument pas résolu par ce qui s'est passé dans le Sénat ce soir et qui était à la base finalement de tout ça. Le gouvernement a changé, mais finalement la politique brésilienne, non. C'est très éclairant. C'est au lendemain du vote de l'Assemblée, de l'Assemblée nationale, l'équivalent de la Chambre des députés, pardon, vous aviez 60% de la population qui demandait la destitution de Temer, déjà, futur. Et il était à un taux de popularité relativement bas. Aujourd'hui, il caracole à 14% d'opinion favorable. Le gouvernement qu'il propose n'est pas en rupture avec ce qu'on a connu sous Dilma. On a vu que déjà 7 ministres étaient inquiétés ou mis en examen. Il y a eu une précipitation dans une formation d'un gouvernement de remerciements et de coalition après le vote de l'Assemblée, de la Chambre des députés. On l'a dit, trop d'hommes, trop blancs, trop riches, trop vieux, pas assez de femmes. Enfin, on ne rentre pas dans les polémiques qui sont nées, mais c'était extrêmement maladroit. Donc en fait, aujourd'hui, sous cette nouvelle ère Temer, puisqu'il a remporté ce qu'il cherchait depuis un temps, il n'y a rien de neuf, malheureusement, et ce n'est pas une alternative à la politique brésilienne. Alors que le peuple brésilien, André Neto, a envie de quelque chose de nouveau. Absolument. Il y a des sondages qui indiquent que 80% ou même plus de la population brésilienne est pour la réalisation de nouvelles élections anticipées. Et d'ailleurs, on a évoqué ces sujets, Dilma Rousseff a évoqué ces sujets dans sa défense. Ça n'a pas ému la classe politique. Pourquoi ? Parce qu'elle veut garder justement leur statut de protéger de cette république ancienne, la république nouvelle qu'on appelle ironiquement, qui est celle qui, enfin, est arrivée à ces points-là. Je pense qu'on est au bout d'un système, justement, cette République nouvelle qui est née en 88, juste après l'ouverture démocratique, qui a trouvé comme marque essentielle la Constitution de 88, et elle arrive au bout. Elle montre les failles du système, et ces failles sont graves. François-Michel Le Tourneau. Oui, je pense qu'il y a deux choses qu'il faut souligner. La première, c'est que c'est le deuxième impeachment de cette nouvelle constitution de 88, puisqu'il y a eu Fernando Collor en 92. La procédure n'a pas été au bout puisqu'il a démissionné, mais enfin, l'idée était la même. Et on a enlevé un président à mi-mandat et le vice-président a terminé le mandat. Donc juste pour dire qu'on n'est pas dans un cas de figure complètement nouveau. Le Brésil a déjà subi ça. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a un problème dans le système politique brésilien. Tout le problème, c'est que les gens qui devraient réformer ce système, c'est le microcosme de Brasilia dont je parlais, et ce sont ceux qui en profitent le plus. Donc il y a une aporie totale, et on l'avait vu au moment des manifestations contre la Coupe du Monde. C'est-à-dire, des gens ont dit c'est peut-être le signal qu'il faudrait réformer le système politique, et bouf, la baudruche s'est dégonflée parce que personne ne voulait en entendre parler. Ces gens-là ne vont pas se suicider. Juliette Dumont, est-ce qu'on peut s'attendre à une espèce de grogne qui viendrait de la rue ? Alors, juste pour rebondir sur ce que disait François-Michel Le Tourneau, effectivement, c'est le deuxième impeachment depuis le retour à la démocratie et la Constitution de 88. Il y a quand même une grande différence entre l'impeachment de Collor et celui de Dilma Rousseff. C'est que les faits de corruption et de détournement d'argent contre Collor étaient avérés. Et que ceux qui ont porté la demande d'impeachment de Collor, c'était une coalition, c'est un mouvement qui s'était créé ad hoc et qui regroupait des gens qui appartenaient à quasiment tous les partis. Donc c'était un front qui n'est pas partisan. On destitue un homme parce qu'il avait failli à ses responsabilités. On ne destituait pas un homme parce que sa politique ne convenait pas. Sur la grogne de la rue... on a vu les partisans les partisans des deux côtés descendre ces derniers mois. Oui, et il y a un essoufflement. C'est-à-dire qu'on s'attendait, par exemple, à ce qu'il y ait beaucoup plus de monde sur l'esplanade devant le Congrès et le Sénat. Or, il y avait 300 manifestants défendant Dilma, à peu près la même chose demandant l'impeachment. Les rassemblements, alors il y a eu un rassemblement à São Paulo lundi, mais
qui a été émaillé d'incidents. À Rio, les partisans de Dilma Rousseff se sont réunis sur des places du centre de Rio. Il y avait à peu près 1000-2000 personnes, ce qui est très loin des foules qui se sont déplacées au cours des derniers mois. Donc il y a une espèce de lassitude et aussi de fatalisme. C'est-à-dire que ceux qui défendaient Dilma Rousseff savaient que le jeu était plié. On en parlait avant l'émission. Il y a une espèce de... Voilà, dans les médias, des sondages qui disaient de toute façon, elle va être destituée. Des sénateurs qui, avant même qu'elle se soit exprimée, que la défense se soit exprimée, qui a dit de toute façon, je vote contre. Donc, on savait que l'issue serait celle-là. Maintenant, est-ce que les mobilisations qui sont nées ces 8 derniers mois, les mobilisations notamment beaucoup de femmes, on a vu beaucoup de femmes dans la rue, vont se perpétuer pour défendre aussi les droits, parce que ce qui est en jeu actuellement depuis l'arrivée de Michel Temer comme président intérim, c'est le détricotage de certaines politiques sociales mises en place sous Lula puis sous Dilma Rousseff. Donc à savoir s'il va vraiment y avoir un sursaut pour défendre ces politiques sociales. Et puis l'autre question, c'est est-ce qu'il va y avoir une recomposition des partis? Est-ce que vont émerger de nouveaux leaders? Et là, effectivement, on est dans cette question, est-ce que le système politique brésilien peut se rénover de manière pacifique ou est-ce qu'il va falloir une espèce de clash énorme pour que... Et à partir du système tel qu'il est. Alors on va revenir justement dans la deuxième partie du débat. On va faire une petite pause et on se retrouve tout de suite.